Bonjour, je me présente, je suis Sylvain Bouliane, urbaniste au sein du Service de l'aménagement urbain et de l'ingénierie de la ville de Dollard-des-Ormeaux. Before I start the presentation, I just want to mention that an English version is also available on our website. Donc, dans le cadre de la révision du plan d'urbanisme de notre ville, le conseil municipal nous a mandaté pour présenter une version préliminaire des principaux changements contenus à ce nouveau plan d'urbanisme afin d'en vérifier l'acceptabilité pour notre population. Ces orientations préliminaires font suite aux différentes étapes de consultation publique qui ont été réalisées au cours des 3 dernières années. Les informations que nous présentons dans le cadre de la présente consultation portent sur l'enjeu principal de la révision du plan d'urbanisme, soit le redéveloppement à des fins mixtes, commerciales et résidentielles, des terrains présentant un potentiel de transformation. Ces terrains sont situés principalement en bordure du boulevard Saint-Jean, du boulevard des Sources et du boulevard des Salaberry. Pour toutes les autres parties de notre territoire, le prochain plan d'urbanisme ne présente peu ou pas de modifications, confirmant ainsi la vocation de nos secteurs résidentiels, de nos parcs et de nos espaces verts, par exemple. Donc, pour présenter ces informations, 2 vidéos ont été produites et sont disponibles sur le site web de la ville. Chacune de ces 2 vidéos est également disponible en version anglaise. La première vidéo présente des informations à caractère général telles que les caractéristiques de notre territoire et de notre population, mais aussi le détail de chacun des secteurs visés par des potentiels de transformation à des fins mixtes, commerciales et résidentielles. Nous vous invitons à prendre connaissance de cette première vidéo puisqu'elle vous sera très utile pour bien cerner les propositions qui font l'objet de la vidéo actuelle. La seconde vidéo, donc celle qu'on vous présente à l'instant, va vous montrer les propositions de normes d'aménagement qui seraient applicables à des tels projets mixtes comme la densité, la hauteur maximale ou le taux d'implantation, par exemple. Donc, on voit ici, de façon plus précise, on va vous présenter les stratégies de transformation applicables au contexte de Dollard-des-Ormeaux, l'encadrement réglementaire à proposer et comment participer au présent processus de consultation. N'hésitez pas en tout temps à peser sur la touche « Pause » pour prendre le temps de lire attentivement les informations que nous vous présenterons. Donc, on sait que le territoire d'une ville, ça évolue et ça change toujours. Donc, la première chose qu'on veut vous mentionner, c'est que nous allons présenter donc en détail la stratégie que la Ville souhaite déployer dans son nouveau plan d'urbanisme pour créer des milieux de vie stimulants à échelle humaine, tout en répondant aux enjeux de logement et de mobilité. Cette stratégie s'inscrit également dans le contexte des planifications de l'agglomération de Montréal et de la communauté métropolitaine de Montréal que nous avons déjà mentionné dans la première vidéo et nous rappelons que la Ville doit obligatoirement respecter ces planifications-là à l'échelle régionale. La plus importante modification que nous allons retrouver dans le prochain plan d'urbanisme constitue en l'ajout de la fonction résidentielle dans les zones où actuellement seuls les usages commerces et services sont autorisés. L'objectif est de diversifier les usages dans ces secteurs à vocation commerciale en y ajoutant la possibilité d'intégrer la fonction résidentielle pour permettre le développement de projets mixtes. Ce que l'on souhaite mettre en évidence dans la présente diapositive, c'est la différence entre la façon traditionnelle de développer nos villes en séparant le territoire par des fonctions précises, comme on peut le voir dans l'image de gauche, en comparaison à une approche mixte, comme on peut le voir dans l'image de droite. Dans les secteurs avec un potentiel de transformation, on cherche donc à favoriser une mixité des usages avec des aménagements axés sur des transports actifs et collectifs et des aménagements à échelle humaine. En autorisant l'usage résidentiel dans les zones actuellement exclusivement commerciales, on va donc prévoir des densités de logements plus élevées, ce qui va contribuer à soutenir les activités commerciales, à offrir une plus grande quantité de logements et à consolider et diversifier les modes de transport alternatifs, les transports collectifs et actifs.
Ici, on vous présente la liste des avantages non exhaustifs des milieux de vie mixtes. Donc, ça permet d'avoir une plus grande disponibilité et une plus grande diversité de logements. Ça permet des interactions sociales. Ça offre également des options en matière de mobilité durable, une utilisation efficace de l'espace. Ça contribue à la vitalité et à la synergie économique de notre territoire. Ça permet également des économies d'énergie et des ressources naturelles, donc en matière de développement durable. Ça favorise également la réduction des îlots de chaleur et ça maximise l'utilisation des infrastructures et des équipements déjà existants, notamment en assainissement des eaux usées, production d'eau potable, etc. Donc, l'encadrement réglementaire proposé. D'entrée de jeu, précisons que la stratégie proposée vise à élargir l'offre de logements en favorisant une approche respectueuse du cadre bâti actuel de Dollard-des-Ormeaux et adaptée à son contexte démographique. On peut lire dans la pastille de droite les outils qui sont à notre disposition pour favoriser et encadrer la mixité des fonctions dans les secteurs qui présentent un potentiel de transformation. Donc, l'affectation du sol, comme on l'a déjà mentionné, en ajoutant l'usage résidentiel dans les usages autorisés dans nos secteurs commerciaux, les taux d'implantation, c'est-à-dire la proportion du terrain occupé par le bâtiment principal, la densité, qui se définit par le nombre de logements par rapport à la superficie du terrain, généralement mesuré en hectares, le ratio de stationnement, soit un nombre de stationnements minimum par logement, l'aire d'agrément, soit un espace ouvert destiné à des fins récréatives, dont la superficie minimum varie en fonction du nombre de logements, et le règlement sur le PIA, les plans d'implantation et d'intégration architecturale, afin d'assurer une interface cohérente et harmonieuse avec le tissu résidentiel déjà existant. Donc, nous listons ici les conditions qui seront appliquées à tout projet de développement urbain qui inclura une fonction résidentielle dans les secteurs présentant un potentiel de transformation. D'abord, devront maintenir la superficie commerciale dans les projets de redéveloppement, donc un minimum au rez-de-chaussée. On va également assurer une homogénéité avec le bâti qui est déjà existant. On va limiter l'occupation du bâtiment principal à 30 de la superficie du terrain, ce qui est une réduction par rapport aux normes actuelles. On va exiger l'aménagement d'aires d'agrément extérieures selon un ratio de 28,8 mètres carrés, ce qui est quand même assez grand par logement, pardon. On va modifier les ratios de stationnement par logement. On va les baisser à 1,5 cases pour les projets résidentiels et à 1,25 pour les projets qui sont situés dans les aires TOD, c'est-à-dire dans un rayon de 1 km des stations du REM. Et on va exiger un minimum de 90 de stationnement en souterrain pour les stationnements résidentiels. Nous présentons maintenant pour chacun des secteurs qui présentent un potentiel de transformation les autres normes d'aménagement, soit la densité de logement par hectare, de même que la hauteur maximale proposée en mètres. En matière de densité, nous verrons que ce qui est proposé par rapport dans le nouveau plan d'urbanisme n'est pas très loin de l'existant. Et en termes de hauteur, on va voir que les hauteurs maximum imposées, dans la plupart des cas, sont inférieures à celles qui sont actuellement en vigueur. Donc, le premier secteur, en bordure du boulevard Saint-Jean, sont 4 secteurs qui présentent un potentiel de redéveloppement. Le secteur A, on offre donc une densité. En fait, le secteur A, dans les 4 secteurs présents sur le boulevard Saint-Jean, je m'excuse, la densité proposée est de 150 logements par hectare dans les 4 secteurs. La hauteur maximale autorisée maintenant sont fixées à 24 mètres, soit environ 7 étages, pour les 2 secteurs au centre, qui sont le secteur B, au coin des rues de Shakespeare et Roger Pilon, et dans le secteur C, au coin des rues Lake et Westminster. La hauteur maximale, par contre, est fixée à 30 mètres, soit environ 9 étages, pour la section au sud, identifiée comme le secteur D, les rues Blue Haven et boulevard de Salaberry, et la même chose dans le secteur A au nord, soit au nord des rues Harris et Ernest.
En comparaison aux normes en vigueur, la densité est similaire à celle qui est déjà autorisée, alors que les hauteurs maximales en mètres ont été réduites. De plus, un minimum d'espace à vocation commerciale sera exigé au rez-de-chaussée pour les projets situés aux intersections ou lorsque de telles activités commerciales sont déjà en vigueur ou déjà en place sur les terrains visés. Prenez le temps de mettre en pause, si vous voulez, la présentation. Vous pourrez voir exactement ce dont je viens de parler en termes de hauteur et de densité pour chacun des 4 secteurs. Donc maintenant, sur le boulevard des Sources, les secteurs A et D sont présentés dans la présente diapo. Le secteur A sera la diapo suivante. Donc, la densité proposée est de 200 logements par hectare dans la partie A, où vous retrouvez entre autres le centre d'achat de l'art au nord de la rue Anselme-Lavigne, avec une hauteur maximale de 30 mètres, soit environ 9 étages. Ce secteur A, lui, est situé à l'intérieur d'une aire TOD, soit à une distance de moins de 1 km de la future station du REM Pierrefonds-Roxborough. Pour les secteurs B à D, la densité est de 150 logements à l'hectare, avec une hauteur maximale de 21 mètres, soit environ 6 étages. Encore là, en comparaison avec les normes en vigueur, la densité est un peu plus élevée dans le secteur A, mais elle est similaire dans les secteurs B à D, et les hauteurs maximales en mètres ont été réduites par rapport aux hauteurs actuellement autorisées. Encore là, un minimum d'espace à vocation commerciale sera exigé au rez-de-chaussée pour les projets situés aux intersections ou lorsque de telles activités sont déjà présentes sur les terrains. Le secteur E maintenant, regardons-le en détail. C'est la partie sud du boulevard des Sources jusqu'aux limites municipales. Nous l'avons découpé en 6 sous-secteurs. Les sous-secteurs E1, E2 et E3 sont situés de part et d'autre du boulevard des Sources, au nord du boulevard de Salaberry, soit en direction de Pierrefonds-Roxborough. La densité proposée dans ces 3 sous-secteurs est de 150 logements par hectare, avec une hauteur maximale de 24 mètres, soit 7 étages dans le secteur 1, et de 27 mètres, soit environ 8 étages dans le secteur E3. La hauteur maximale dans le secteur E2 a été fixée à 30 mètres, donc 9 étages, pour prendre en considération l'immeuble mixte qui est actuellement en construction au coin des rues Hyman et du boulevard des Sources. Le sous-secteur E4, situé de part et d'autre du boulevard des Sources, correspond environ à la portion du boulevard occupée par le Plaza Centennial. La densité proposée dans ce secteur est de 150 logements par hectare, avec une hauteur maximale de 27 mètres, soit environ 8 étages. La densité est similaire à celle déjà autorisée et la hauteur maximale a été réduite par rapport au règlement en vigueur. Enfin, les sous-secteurs E5 et E6, situés aux limites sud de la ville, près de l'autoroute 40 et dans l'aire TOD d'une future station du REM, on y retrouve les galeries des Sources et les terrains qui sont situés à l'intersection du boulevard Brunswick. La densité proposée dans ces 2 secteurs est de 200 logements à l'hectare, avec une hauteur maximale de 45 mètres pour les galeries des Sources, et soit environ 14 étages, et maximum de 39 mètres à l'intersection du boulevard Brunswick, soit environ 12 étages. Ces normes sont les plus élevées puisque ce secteur est à l'intérieur d'une aire TOD et à une distance très proche de l'autoroute 40. Un minimum d'espace à vocation commerciale seront également exigés au rez-de-chaussée pour les projets situés aux intersections et lorsque de telles activités sont déjà présentes sur les terrains. Pour le boulevard de Salaberry, on est dans le secteur du marché de l'Ouest et la densité proposée est de 200 logements par hectare avec une hauteur maximale fixée à 30 mètres, soit environ 9 étages, comparativement à la hauteur maximale actuellement autorisée qui est de 32 mètres. La densité y est un peu plus élevée en raison de la proximité des équipements publics, de la future station du REM et de l'importante emprise du boulevard de Salaberry qui sépare le marché de l'Ouest de la zone résidentielle située au nord. Dans ce secteur, tout projet de redéveloppement devra maintenir les superficies commerciales existantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et devra conserver la vocation du marché public. Enfin,
le dernier boulevard, le boulevard Sunnybrook, à l'intersection de la rue Spring Garden, la densité proposée est de 60 logements par hectare avec une hauteur maximum de 15 mètres, soit environ 4 étages, comparativement à la hauteur maximale actuellement autorisée qui n'est pas limitée. Un minimum d'espace à vocation commerciale est également sera exigé au rez-de-chaussée. En matière de mobilité, à la mise en œuvre du plan d'urbanisme, le plan d'action prévoira une série d'analyses, de plans et de mesures en matière de mobilité afin d'assurer le succès de cette stratégie. Ces mesures concernent notamment un plan de mobilité durable, intégrant l'ajout des liens actifs menant aux stations du REM, l'optimisation du réseau d'autobus et de transport collectif en collaboration avec la STM, un programme d'amélioration et de sécurisation des pistes cyclables, trottoirs et intersections, un programme d'amélioration des espaces publics près des arrêts d'autobus, l'analyse et les interventions pour optimiser la fluidité de la circulation routière et les démarches en vue de favoriser la prolongation du corridor Jacques-Bizard. Toutes ces mesures ne se réaliseront pas dans la prochaine année. Comme tous les secteurs présentant un potentiel de transformation ne seront pas construits dans la prochaine année. L'horizon de planification est de l'ordre de 10 à 15 ans, donc on parle d'une planification à long terme. Maintenant, si vous souhaitez participer au présent processus de consultation, nous vous invitons à venir nous rencontrer au Centre civique lors des journées portes ouvertes qui se tiendront le jeudi 4 avril et samedi le 6 avril. Vous pourrez poser des questions, demander des précisions, nous faire part de vos commentaires, vos suggestions. Vous pourrez également, à partir de ce moment-là, compléter un questionnaire sur place et qui sera également disponible en ligne. Et évidemment, vous pouvez nous transmettre vos commentaires en tout temps par courriel. Ceci termine notre présentation et donc je vous remercie.